une grande chance sur cette fête de l'arbre, c'est qu'on rassemble des gens qui ont une approche et qui ont un chemin totalement différent et qui en viennent à parler ou à écouter ou à regarder des arbres. Et comme c'est notre propos, c'est intéressant. On est avec l'arbre au cœur de la vie, ça je ne vous l'apprends pas. Le monde n'existe que grâce à eux, le monde tel qu'on le connaît. Voilà. Il y a 15 ans, un peu plus, moi j'ai eu un moment très difficile dans ma vie, un deuil. Et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver du sens dans ma vie. Je trouvais que j'arrivais plus, quoi. J'étais vraiment dans le noir. Et c'est à ce moment-là, moi, que je rencontre les arbres. Et pour moi, c'est vraiment là que la lumière redémarre, quoi. Et ils m'ont vraiment permis de renaître. Et c'est cette renaissance que je fête à chaque fois que je parle d'eux. Et c'est aussi une reconnaissance énorme que j'ai aujourd'hui pour l'arbre, pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il m'a apporté, pour tout ce qu'il m'a appris. Et c'est un désir criant de... cette petite fête, c'est aussi ça, c'est aussi un désir criant de lui rendre tout ce qu'il nous a donné et tout ce qui continue et tout ce qu'il continue à nous donner. Voilà. Alors voilà, Philippe, il va prendre la parole, il va même dire tout ce qu'il fait. Moi, la seule question que je vais te poser, c'est voilà, c'est quoi c'est quand la rencontre avec l'arbre et qu'est-ce qu'il y a un avant, est-ce qu'il y a un après et c'est quoi les apports de l'arbre pour toi. La thématique de la petite fête cette année, c'était à l'écoute de l'arbre. Alors bien évidemment, on ne sait pas leur parler et on est aux prémices peut-être d'une rencontre aussi avec les savoirs qui avancent. Voilà. Et tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire T'as 4-5 minutes, pas plus, Philippe. Oh, c'est 3 fois trop. Joyeuse fin d'hiver à tous. Donc je m'appelle Philippe pour les enfants. Et le premier qui m'a appris les arbres à la télé nationale en noir et blanc quand j'avais 10 ans, il y a un siècle. Bon, je publie cette année un petit livre pour les enfants de 0 à 7 ans. Et je rends hommage à Jean-Marie Pelt et Francis Allais. Voilà, donc si vous avez de 0 à 99 ans, vous pouvez comprendre. Le monsieur qui a appris la vie des plantes à Philippe quand il avait 10 ans et à la télévision en noir et blanc s'appelait Jean-Marie Pelt. Ça, c'est pour les grands. Il est mort l'année dernière avec David Bowie, Prince, tous les escrocs planétaires qu'on veut. Et la nation ne lui a pas rendu à ce professeur de pharmacie extraordinaire l'hommage qu'il méritait. Pas le deuxième, mais le 5 ou 6e. Aujourd'hui, le plus grand amoureux des arbres du monde s'appelle Francis Allais. Ah bon? Depuis très longtemps, il monte tout en haut des grands arbres pour comprendre la vie des êtres vivants des pays chauds où il pleut beaucoup. C'est dans ces forêts que vit le plus grand nombre d'êtres vivants de toute la Terre. Vous voyez, on ne parle pas de science là, on parle aux petits enfants. Cet arbre est un géant. Sur lui, plein de petites plantes donnent leurs fleurs et leurs fruits à manger aux singes, aux oiseaux et aux insectes, les plus nombreux de tous. Cet arbre, en hommage à Francis, aujourd'hui, je vous l'ai présenté, il est là-bas, il fait 1 mètre carré. Je l'ai ramené du Panama et je l'ai offert à Francis l'année dernière, qu'il a tout de suite mis dans son salon, parce qu'il a horreur des photos. C'est pour ça que ce n'est pas une photo, c'est 200 photos. On en parle tout à l'heure. Avec les autres, Pierre Liotagui, enfin tous mes copains, qui méritent aussi d'être un peu plus connus du grand public. Merci. Stéphane, on ne se connaît pas bien. J'ai appris hier qu'il avait eu une formation forestière à la base. On s'est rencontrés sur une foire à Millau au mois de novembre et j'avais pas de ticket pour manger et je connaissais pas ce garçon et qui me dit t'as pas de ticket, tiens j'en ai 2 et voilà, et on a commencé à discuter et je lui ai dit mais j'organise aussi une petite fête, est-ce que tu peux venir? Et voilà, il est là aujourd'hui, il vous a accompagné dans la forêt pour ceux qui ont eu cette chance là sous la pluie. Et puis pour la suite, là je te lance. C'est quoi alors? Est-ce qu'il y a un avant, un après l'arbre? Est-ce que c'est une rencontre importante? Voilà. Un avant, un après. Il y a eu plusieurs
plusieurs avant et plusieurs après d'ailleurs. Je ne sais pas si on se dit comme ça, mais un des moments qui a été déterminant pour moi récemment, ça a été il y a 4 ans, d'arriver sur un lieu où j'arrivais sur un lieu après un petit traumatisme, un petit tremblement de terre. J'avais une cabane de retraite, et c'est une cabane de retraite dans la forêt, où j'allais me retirer pour être là, juste avec les arbres, me retirer pour écrire aussi. Et le propriétaire du lieu me dit, écoute, ta façon de vivre avec la nature me dérange. Et bon, je lui ai demandé si, malgré le dérangement, on pouvait cohabiter, on pouvait vivre avec les singularités que ce monde a, toutes ces différences, toute cette biodiversité que nous représentons. Et il m'a dit, écoute, je ne crois pas. Ça faisait bon. Et c'est un endroit où je venais me poser, je venais méditer avec les arbres, prier avec les arbres. Et un peu dans ces traditions dont on m'avait parlé, les traditions méditant. Et donc du coup, eh bien, il n'a rien trouvé de mieux, un jour que je n'étais pas là, de couper les arbres avec lesquels je passais beaucoup de temps. Et ça a été pour moi un mouvement. Je me suis dit, ok, je ne peux plus habiter là, enfin je pars. Et j'habitais juste à côté de ce lieu de la forêt où il y avait la cabane. Et donc on s'est mis en mouvement avec ma petite tribu, et ma femme et nos 3 enfants. Et finalement, on a trouvé un lieu qui est un lieu de méditation, qui se trouve dans les montagnes des Pyrénées. Un lieu où les personnes viennent méditer avec les arbres. Pour moi, ça fait un beau clin d'œil. Un lieu qui n'est pas très loin d'une des dernières forêts aussi, une forêt où on va faire des offrandes. Il y a des gens qui viennent faire des offrandes de son, de lumière, on voit des restes de bougies, des restes d'encens, des cristaux, des personnes qui viennent jouer de la musique aux arbres. Et il y a un contexte qui est assez particulier. Et pas très loin, donc on remonte un petit peu le plateau. Ça, c'est sur un plateau, on monte à 400 mètres, on monte à 1000 mètres et on est sur un grand plateau, le plateau de Sceaux, un plateau lumineux, et où, sur un lieu, on nous a proposé de pouvoir poser nos roulottes. On a construit des roulottes et on a vécu là, aux portes de la forêt, avec ma femme. Et donc, du coup, il y a un de nos enfants qui est parti pour étudier en ville. Et à côté, entre les roulottes et l'espace habité, l'espace de gîte où on pouvait partager des temps, où il y avait de l'accueil, notamment de retraitants, de retraites bouddhistes, il y avait un arbre. Et tous les jours, j'allais méditer. En tout cas, j'allais me poser, parce que méditer, c'est à la fois un petit mot et un gros mot. Mais me poser avec cet arbre. Et au bout de 3 ans, en fait, la vie a fait qu'on a déménagé. Et de quitter cet arbre, je me suis dit que je puisse trouver dans les lieux où je vais habiter la présence peut-être de cet arbre. La relation qui s'est tissée pendant 3 ans, où on a vécu l'un à côté de l'autre, que ça puisse arriver dans mon regard, dans mon cœur, et que dans chaque lieu où il y a des arbres, que ça puisse être donné en tout cas. Et donc il y a cette grande joie, quand je vais dans les forêts, je me pose pendant un temps, et je me rends compte que dans les arbres, dans la présence des arbres qui sont là, il y en a toujours un qui va dire bien. Sois bienvenu. On est content de passer un temps avec toi, et on est content que tu viennes passer un temps avec nous. Et voilà, et pour l'instant, la vie fait que pour l'instant c'est donné. Voilà, merci. Merci à toi. On va continuer l'exercice. Alors, je vais me tourner vers Jacques Tassin. Alors là, Jacques, on ne se connaît pas, on s'est rencontrés il y a 1 heure. Donc je serais bien embêté de te présenter au-delà du fait que moi je t'ai rencontré parce que tu écris des livres, que je suis très attaché aux livres parce que je ne suis pas beaucoup allé à l'école et que du coup derrière, pour moi, trouver du savoir, je suis très attaché à l'objet livre. Donc je vais te laisser le soin de te présenter et puis je te repose la petite question rituelle à l'écoute des arbres. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que toi tu as une rencontre marquante ou est-ce que c'est juste un parcours? Toi tu es plutôt... Voilà, si tu peux nous dire 2 mots là-dessus. D'accord, merci.
J'ai du mal à trouver un événement marquant. Bon, je vais quand même en trouver un pour l'exercice, mais moi j'ai l'impression que j'ai toujours cherché qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre, quoi. Quelle était cette intériorité. Alors quand j'étais enfant, je ne pensais pas à intériorité. Mais je me souviens très bien, je regardais des arbres, des grands arbres, des trognes des fois, et je me disais, mais c'est quoi, quoi? C'est quoi cet être vivant qu'on a tant de mal à investiguer, je dirais même pas à identifier, et même à sentir. Et j'ai toujours eu cette quête en moi. Enfin, j'ai ces souvenirs d'enfant où je les regardais de manière très interrogative. Et puis c'est pour cette raison-là que je suis devenu un petit peu botaniste, enfin écologue pour être plus précis, scientifique, peut-être aussi parce que j'avais besoin d'avoir des jalons, hein, savoir un peu où j'allais, mais aussi des fois j'avais envie de me libérer de ces jalons et aller voir du côté de la philosophie, de la poésie. Puis j'ai fini effectivement par écrire un petit peu sur ce que, non seulement sur ce que je ressentais sur les arbres, mais sur ce que la science, la philosophie et la poésie disaient des arbres, de ce qu'ils sont, ou de ce qu'on pense qu'ils sont, ou de ce que l'on éprouve sur ce qu'ils sont, quoi. Alors j'ai quand même un souvenir, effectivement, quand j'étais à l'île de la Réunion, que je faisais ma thèse sur les paysages, et sur des indicateurs de paysage. Alors j'en avais un qui était les oiseaux, parce que ce sont de bons indicateurs de paysage. Et j'ai dû passer une centaine d'heures à les écouter, mais vraiment de manière très intense. Pour moi, c'est un des plus grands moments de bonheur de ma vie. Et de temps en temps, il y avait le vent qui se levait. Et là, les oiseaux se taisent. Les oiseaux n'aiment pas le vent. Sans doute parce qu'il n'y a plus rien à manger, les oiseaux s'en vont, les insectes s'en vont, sans doute aussi parce que s'ils chantent, ils ne peuvent plus s'entendre. Mais par contre, je me suis mis à m'apercevoir qu'on entendait les arbres. Alors je ne dirais pas que j'ai fini par être aussi bon, comment dire ça? Je ne sais pas comment dire ça, quoi. Que j'étais aussi apte à identifier le chant des arbres que le chant des oiseaux. Mais petit à petit, j'ai fini par en reconnaître certains, rien qu'en écoutant le vent dans leur feuillage. Donc il y a effectivement une écoute qui est intéressante. Et bon, alors j'ai gardé ça en moi pendant très longtemps. Et je me suis aperçu qu'il y avait finalement des peuples qui étaient aussi capables, notamment les tziganes, qui étaient capables de reconnaître, alors pas tous les arbres, il ne faut pas non plus faut pas tomber dans l'excès, mais certains arbres en les écoutant tout simplement. Et bon, alors au-delà de cela, puis il y a des gens de l'ONF aussi, de l'Office national des forêts, des gens qui passent leur vie au contact des arbres, qui développe justement, c'est ce que j'allais dire, une approche tellement sensible, parce que pour moi c'est ça qui est intéressant, quoi. Tout à l'heure je parlais de la science me permet d'avoir des jalons pour me dire des fois, bon attention, là tu t'écartes, là tu es plus dans des fantasmes que sur des connaissances, dans des croyances que sur des connaissances parfois. Mais je n'en pense pas moins, pour autant, que l'approche sensible, l'approche immédiate, non pas mentale, non pas intellectuelle, mais ces moments de grâce finalement qui existent, que j'ai ressentis hein, dans tout ce qui vient d'être dit, ces moments de grâce qui sont des moments de présence. Alors je ne sais pas si ces moments de présence sont réciproques, en tout cas moi je le ressens très fortement, où effectivement face à des arbres, et c'est effectivement plutôt face à des arbres que face à des animaux qui, j'ai l'impression, ont toujours un peu le dos tourné, quoi, ou me regardent et puis sont déjà dans la fuite, quoi. Alors qu'avec les arbres, je ressens au contraire cette présence et je me dis effectivement qu'il y a peut-être quelque chose de réciproque, peut-être que l'arbre aussi, mais j'en suis un petit peu convaincu quand même, que l'arbre il ressent aussi ma propre présence lorsque c'est une présence aussi intense que celle que je viens de décrire. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Benkemoun. Alors c'est pareil, Philippe. Oh, on est trois Philippe, ouais. Philippe, je ne te connais pas non plus. C'est Guy qui veut. Comme cette année, on a programmé la petite fête de l'arbre, et je me suis rendu compte après coup qu'on était au cœur du printemps des poètes. J'ai dit il faut absolument qu'il y ait une entrée poétique sur cette petite fête de l'arbre. Je me suis tourné vers les amis de Trait d'Union, et Guy m'a dit mais là, je viens de lire un truc dans la Gazette et il y a un type, il fait des trucs avec les cahiers de Francis Allais. J'ai dit bah ça c'est vraiment génial. Alors j'ai cherché son contact, ça n'a pas été, j'ai trouvé par le biais des émissions,
Et il est là aujourd'hui. Je le remercie vivement, mais je préfère qu'il se présente parce que je ne pourrais pas en dire plus. Donc Philippe, je te donne la parole et puis je te repose la petite question rituelle. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'à un moment, l'arbre t'a parlé d'une façon ou d'une autre et qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, oui, il y a une vraie rencontre et la rencontre, elle débute en fait à Paris. Alors, ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, on a aménagé avec mon épouse dans une toute petite maison dans le 20e où il y avait un vieux jardin avec des grands arbres et c'était quelque chose qui était extraordinaire. Pour qui vit dans Paris, tout d'un coup, vous fermez la porte, vous rentrez, vous arrivez dans un jardin avec des vieux arbres, un vieux jardin sauvage et là, c'est extraordinaire. Et c'est là que j'ai commencé à regarder l'arbre qui était juste à côté de moi. Il était devant moi et je le regardais tous les jours. Voilà, parce que je suis aussi pharmacien, mais je ne travaillais pas trop parce qu'on allait avoir des enfants. Donc je passais beaucoup de temps à la maison pour m'occuper des enfants. Et je regardais les arbres, Et un jour, j'ai lu Plaidoyer pour l'arbre. Et là, ça m'a fait quelque chose, quoi. Donc j'écrivais déjà à l'époque, mais vous savez, écrire de la poésie aujourd'hui et chercher des éditeurs, vaut mieux rester chez soi et continuer à écrire. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ce livre m'a bouleversé, a bouleversé mon regard. Et du coup, l'arbre qui était en face de moi, je l'ai regardé totalement différemment. Quand il parle des arbres coloniaires, alors là, j'étais complètement fou. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas une vie, mais il y en a 1 million devant moi. C'est fantastique, c'est beau. C'est beau, on connaît rien. Alors, en tant que pharmacien, moi, j'avais fait 2 années de botanique à la fac. C'était vraiment apprendre un catalogue. C'était très inintéressant. Donc, ça a été une redécouverte très heureuse. Et alors, le plus heureux, c'est arrivé en 2016, quand j'ai rencontré Jean-Pierre Duval des éditions Muséo. On a discuté poésie, et puis il m'a embarqué comme ça. Après, on a fait un séminaire, j'ai rencontré Francis Allais, c'était fantastique, et j'ai pu discuter avec lui. Il m'a dit, mais l'avenir, c'est la photosynthèse. Il dit, mais pourquoi on fait rien? Bon, enfin, ça c'est un détail, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Il m'a proposé de travailler à partir des carnets de Francis Allais et d'écrire des poèmes à partir de ses dessins. Donc ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi. Ça a été un pur moment de bonheur. Et le livre s'est fait. Voilà, je suis très heureux. J'ai pu le partager avec les personnes qui étaient là présentes pendant la lecture. Et ma foi, voilà, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Mais c'est bien déjà, c'est bien. On est bien là, on peut continuer. Je vais donc passer la parole, ce que je m'apprêtais à faire, à Geneviève Michon. Alors Geneviève, pour moi, ça a été une rencontre, mais par le biais du livre, encore une fois. C'est mon côté rat de bibliothèque. Et ça date, je pense, de la publication de Agriculteurs à l'ombre des forêts du monde, qui est un très beau livre publié chez Actes Sud. Et donc voilà, je connais les travaux de Geneviève par ce biais-là. J'avais déjà pensé l'inviter l'année dernière, on y avait pensé, et puis finalement c'est Ernst qui est venu. Donc cette année, j'ai renvoyé le petit mail, j'ai envoyé un petit mail à Geneviève. Je ne la connais pas plus que ça non plus en dehors de son livre. Donc je vais lui laisser la parole et je vais lui reposer cette petite question rituelle. Est-ce qu'il y a une rencontre et est-ce que, à force d'étudier les arbres, tu as entendu quelque chose, vu que c'est la thématique du jour? Voilà, merci. Pour moi, il n'y a pas un avant et un après, il y a un toujours. Voilà, j'ai l'impression d'être née dans les arbres, alors pas tout à fait, je pense que... mais j'ai passé mon enfance dans les arbres, ça c'est certain. Dedans, en montant, je ne pouvais pas m'empêcher de voir un arbre sans essayer de grimper dessus, le plus haut possible. Et puis dans les forêts qui étaient là, les petits bois, des gros bois. Donc pour moi, c'est juste... Ils étaient là partout, tout le temps. Et puis je les ai retrouvés...
quand je suis partie en Indonésie, bon là c'était après des études, il fallait bien que je me détermine un peu. Je m'étais un peu mal aiguillée sur mes études, on va dire. Et là, je suis arrivée en Indonésie où il y a ces arbres absolument extraordinaires, les arbres tropicaux. Donc ça a été une nouvelle rencontre avec d'autres arbres. Et puis là, j'avais le choix, soit j'étudiais les arbres, bon, j'étais quand même dans un cycle d'études universitaires. Je me sentais pas trop d'être écologue ou d'être botaniste, c'est pas vraiment ma fibre. Et par contre, j'ai découvert les arbres qui accompagnaient les villages, qui accompagnaient la vie des agriculteurs. Et comme une autre passion de ma vie, c'est aussi les agriculteurs, je me suis dit, mais on peut faire les deux. Parce que ces agriculteurs, ils habitent sous les arbres. Ces agriculteurs, ils vivent de l'arbre. Alors que tout ce que j'avais lu avant, c'était plutôt le contraire. On accusait les paysans, les agriculteurs de détruire l'arbre, on les poussait à détruire l'arbre en Europe. Je me dis, mais là, il y a un truc génial qui me convient tout à fait. Regardez ce que les agriculteurs font avec les arbres. Donc, je n'étais pas à l'écoute des arbres, mais à l'écoute de ce que les paysans, les agriculteurs, ces gens du Sud faisaient avec les arbres. Et ça m'a occupée pendant un certain nombre d'années en Indonésie. Et puis, je suis revenue en France et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant de tout ça ? Donc, j'ai atterri pour plein de raisons en Corse, dans les grands et très vieux châtaigniers. Et j'ai retrouvé une autre forme d'alliance entre les hommes et les arbres, avec ces ancêtres que sont les châtaigniers en Corse, ceux qui ont survécu. Et puis, en même temps, j'ai mis les pieds au Maroc, auprès d'un autre très vieil arbre, très extraordinaire arbre, qui s'appelle l'arganier, que vous connaissez sans doute tous. C'est juste un arbre improbable, un arbre qu'on ne voit pas ailleurs, très particulier. Donc toujours dans cette approche un peu scientifique, que font les paysans avec l'arbre, une approche aussi assez politique, on va dire, parce que ce qui empêche les agriculteurs de travailler avec l'arbre, c'est bien des politiques publiques, c'est bien des normes, c'est des tas de choses, on pourra en reparler mais plutôt demain. Et puis de tout ça, j'ai eu envie de faire quelque chose qui n'était pas une communication scientifique. C'est comme ça que j'ai fait cet arbre, c'est beau. Ce livre qui est paru chez Actes Sud, c'était pour raconter un peu toute cette histoire, mais la raconter à tout le monde, pas uniquement aux scientifiques, parce que j'en avais marre de parler aux scientifiques. Et de là, je me suis dit, mais il y a plein d'autres choses à faire autour de l'arbre, et j'ai d'autres approches, comme a dit Jacques. On a notre approche assez cadrée, scientifique, chacun la cadre comme il peut, et en sciences humaines et sociales, on a aussi une approche assez cadrée. Je me suis dit, mais moi, il y a plein d'autres. L'arbre, il ne me parle pas à travers ça. Mon expérience de l'arbre, elle est bien plus riche, bien plus intime que cette écriture scientifique ou de vulgarisation. Et donc là, je me suis laissée... j'ai déjà avec l'arganier, je l'ai approché autrement. Et puis voilà, j'ai rencontré Philippe, avec qui on a fait ce travail dont on vous parlera aussi, si vous avez envie, autour du genévrier turifère, donc l'arbre qui pousse le plus en altitude dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, qui est lui aussi un arbre extraordinaire de par sa forme, de par sa présence, de par son ancienneté. Les grands turifères de l'Atlas, ils ont 1000 ans, 900, 1000 ans. Quand on est devant des arbres comme ça, alors là, on n'est plus du tout scientifique. On se laisse juste envahir par ces arbres. Et on a essayé de traduire ça. Moi, j'ai essayé de le traduire en prenant des photos et puis en essayant de travailler ces photos pour rendre l'impression, pour rendre cette intimité, cette rencontre avec l'arbre. Et donc Philippe va vous raconter comment lui a fait ça autrement avec sa peinture. Oh bah oui, parce que Geneviève t'a très bien présenté. Donc moi je suis peintre depuis une quarantaine d'années, mais on va dire que vraiment mon boulot de peintre, ça commence sérieusement depuis un peu plus de 20 ans. On va dire par tradition militante héritée de mon père, dans ma peinture, j'ai été beaucoup plus attiré par l'humain. L'humain dans le sens où c'était plutôt des vieux, les gens sur lesquels la vie avait pesé, avait marqué les rides, marqué les dos, marqué les mains, etc.
Donc c'est ce que je faisais. Donc pour moi, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, c'est pas non plus, il n'y a pas une rencontre particulière. Pour moi, il y a eu un prolongement. Donc pour moi, c'est vieux, qu'il soit ici, qu'il soit au Maroc, qu'il soit au Sénégal ou ailleurs, au Cap-Vert. Enfin bon, j'en ai fait un peu partout. Avait quelque chose à nous dire par rapport à un monde qui pour moi est occupé à foncer droit dans le mur. Et je voulais traduire ça. J'avais ce truc, ce message à passer. Et finalement, quand j'ai commencé à peindre des arbres, pour moi, c'est d'autres vieux, marqués par la vie, aussi avec des rides, avec voilà. Ça n'a pas été évident. Donc, j'ai commencé vraiment à vivre de ma peinture en arrivant au Maroc. Et où là, on me demandait évidemment de faire d'abord des vieux marocains. Les jeunes Marocains en costard-cravate, ça n'intéresse pas. Et quand j'ai commencé à dessiner des oliviers, on m'a dit continue à peindre des gens. Bon. J'ai quand même continué tout doucement. J'ai découvert, je crois que c'était vraiment, là, ça a été un grand déclic. J'ai découvert le travail d'Alexandre Holland, qui est exposé ici il y a 2 ans, parce qu'il y avait vraiment une approche qui était très importante, très approfondie. Et moi, j'ai découvert tout simplement que ça me faisait énormément de bien de me planter devant un olivier, parce que ce sont des êtres de lenteur, des êtres de silence, des êtres de patience, et que ça fait simplement du bien de se poser face à ça. J'aurais, par rapport à ça, une petite remarque à faire par rapport au titre de cette table ronde-là, à l'écoute de l'arbre. Je ne suis pas médecin, c'est moi qui écoute l'arbre éventuellement, mais je ne suis pas à son écoute. Et c'est vraiment important, parce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose. On peut rester 1 heure devant un arbre avant de commencer à prendre un fusain ou quoi que ce soit. Je dessine au fusain, hein, c'est aussi un arbre. Et puis finalement, il ne s'agit plus, contrairement aux humains, de les représenter vraiment, mais de se laisser juste porter. Un arbre, on lui fait le nez de travers, il va pas râler, il va rien dire. C'est pas pareil avec un humain. Se laisser juste porter. Et Alexandre Holland, dans un de ses textes, disait « Je suis ce que je vois ». Je trouve ça génial. Je ne peux pas en dire encore autant. Moi, j'aurais tendance à dire simplement « Je vois ce que je suis ». Donc, il y a encore peut-être du chemin à faire. Et donc, la dernière chose, en fait, effectivement, là, depuis, ça fait pas 1 an qu'on s'est rencontrés autour des Turifères. Là, il se passe vraiment quelque chose de très fort. Parce que d'abord, il faut aller les chercher assez loin. Je suis un peu frustré du fait que ils sont sur des pentes, etc., que je ne peux pas commencer à transporter des grands cartons avec des feuilles, etc. Donc, je pars de photos. Donc, ce n'est pas ce rapport direct. Mais en même temps, la photo permet aussi un détachement. Il y a un truc intéressant qui se passe. Et puis, à Geneviève, donc on est autour des mêmes arbres. Moi, je fais des photos qui ne sont pas des photos professionnelles, photographiques, qui servent de documents pour mon travail après. Mais on a le même plan. Et ce que Geneviève a amené là, qui est extraordinaire, d'abord, en fait, l'idée, c'est de simplement essayer d'exprimer toutes les sensations qu'on a devant ces arbres. Et c'est fort. Alors moi, j'ai mes dessins, Geneviève a ses photos, même plan, et elle a eu l'idée assez extraordinaire de les fusionner. Dessin plus photo. Et ça fait un monde complètement différent. Et on approche beaucoup plus à ce niveau-là vraiment de ce sentiment. Parce que la photo, elle aplatit. Et on n'a pas ce truc. Le dessin, théoriquement, devrait pouvoir arriver à montrer cette profondeur. Mais il faudrait effectivement passer un temps fou. Passer du temps devant, etc. Je ne suis pas encore là. Mais alors cette fusion, là, moi, il se passe quelque chose. Et puis ce que j'aime beaucoup, là, c'est qu'on transgresse tout. Parce que la fusion, elle appartient à qui? C'est le photographe? C'est le peintre? Là, je sais pas. Il y a un petit pied de nez au marché de l'art que j'aime bien. Donc voilà, on vous invite très fort à venir voir à Pézenas. C'est maintenant, ça a commencé hier. À l'espace Flotte de Sébazance, une expo qui dure jusqu'à fin mars. C'est pas loin à Pézenas, c'est une demi-heure. Et il y a un bouquin qu'on a édité à compte d'auteur pour l'occasion qui se trouve là. Voilà. Ça va? Merci beaucoup.
Il n'y avait vraiment pas de quoi s'angoisser. Tu as une très belle façon de t'exprimer. Tu ne marquais pas du tout l'angoisse du moment. Eh ben, on va profiter qu'il soit sur le grill pour vous inviter à aller torturer si vous voulez. Non, je plaisante. Mais si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur ou poser une question particulière à l'un d'eux, c'est le moment et je me ferai le traducteur. Donc pour l'instant, la première question, c'était d'où ça vient ton machin des arbres et tout. Et puis là, on s'aperçoit que la science moderne, bof, hein, c'est pas très poétique. Un des derniers livres de Francis, c'est La poétique de l'arbre, que j'ai offert à mon épouse, qui est une de ses plus grands fans. Et qu'est-ce qui se passe? Ces 3 derniers livres, qui sont des livres de dessin qui pourraient paraître naïfs, alors qu'ils sont scientifiquement uniques au monde, 50 ans de dessin des arbres tropicaux. Un professeur de sciences incroyable qui a gagné l'année dernière le Grand Prix du livre responsable. Responsable planétairement parlant. La nuit du livre, c'est l'équivalent de la nuit des Césars, mais à la télé, ça passe pas parce que c'est des bouquins et on peut pas rigoler comme on rigole. Pour ceux qui aiment pas rire, la nuit des Césars, c'est pas marrant. Bon, alors, et puis il me fait, après 35 ans d'amitié, l'honneur de préfacer mon livre Hypernature tropicale. Moi, un petit couillon qui le rencontre quand j'ai à peine 30 et quelques années, et je reviens d'une expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée de 6 mois quand même en forêt profonde, et je rencontre les hommes parmi les plus merveilleux de la planète, avec les pygmées, ceux qu'on appelle bêtement les Amérindiens, alors que ce sont les seuls Américains que je connais. Je lui donne 6000 photos, il n'aime pas les photos, mais de botanique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il les garde pendant 5 ans, il m'invite au radeau des cimes, tout ça. Et à l'époque, en 85, on était 3 sur la planète à grimper dans les forêts tropicales. Un jeune chercheur états-unien, puisqu'il est plutôt blanc, euro-américain, on dira, c'est un néologisme que je préfère à américain, c'est débile. Au Costa Rica, et le simple fait d'être un petit scientifique qui grimpe, un accro branché avant l'heure, si vous voulez, aujourd'hui, le Costa Rica est pour pas le tourisme, mais pour le respect de la forêt, alors que partout ailleurs, on les rase, les forêts tropicales, aux grandes dames de Francis et de tous ses amis. Mais le Costa Rica, c'est un des pays, l'État costaricain, qui protège le mieux sa forêt tropicale humide. Donc il y avait Francis avec ses amis ingénieurs et architectes qui ont créé le fameux radeau des cimes planétairement connu. Et puis le petit couillon, là, comme moi, montpelliérain, qui grimpe dans les arbres, mais par contemplation, naturaliste, contemplatif, et qui essaye de sortir de la poésie de l'arbre. Voilà, c'était il y a 33 ans. Et c'est le début d'une amitié qui continue, parce que lui, il a 83 ans, il vient de sortir 6 livres en 2 ans et demi. Et ce qui m'a fait réagir positivement à toutes les interventions que je n'avais pas eues, c'est la poétique de l'arbre chez nos amis à Bornéo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou l'année dernière au Panama. C'est qu'en Papouasie, je rencontre des gens qui n'enterrent pas leurs morts, parce que là on est plus près de l'enfer, mais qui les attachent au sommet des grands arbres en Papouasie, parce que leur esprit, leur âme est plus près de l'univers, enfin du Big Bang, enfin du seul Dieu que je respecte, en fait, qu'on appelle la nature ici, bêtement, sur la planète Terre, microscopique. Et un peu plus tard, avec mon épouse à Bornéo, en pleine forêt profonde, là où ont disparu en mai 2008 les dernières peuplades nomades, les Punan et plein d'autres, on découvre un géant, comme les appelle Francis, et en grattant entre les racines de ce géant, qui était un arbre scarifié de signes un peu bizarres, je découvre une poterie chinoise en porcelaine blanche et bleue, classique d'il y a quelques siècles, avec des ossements.
Et là, en fait, c'est peut-être dans l'imaginaire de ces dernières tribus qui ont disparu aujourd'hui, qui sont toutes sédentarisées, la façon qu'ils ont eu de penser que peut-être par la sève et par le tronc, l'aubier, l'écorce de l'arbre, l'âme du défunt pouvait atteindre le ciel. Et c'est pas pour rien que les papous disent qu'ils parlent oiseau et que sur la majeure partie de leur masque, le sommet du crâne anthropomorphe, c'est un oiseau dirigé le bec vers le ciel. Et l'année dernière, au Panama, dans une des dernières tribus en voie de disparition pour cause de routes, de barrages, de bateaux à moteur, on rencontre donc des vrais Américains, des Naso Terribe. Et là, au milieu du village, donc d'une tribu, donc d'une civilisation, puisque Darwin nous disait déjà il y a très longtemps que tout peuplement humain de plus de 150 personnes commence à poser de graves problèmes d'administration, de régulation, et notamment la médecine qu'on croit avoir inventée il y a quelques siècles, alors que notre espèce d'Homo sapiens sapiens, les anthropologues physiques viennent de découvrir notre ancêtre au Maroc, vieux de 300 000 ans, comme nous, alors qu'au lycée Joffre, on nous apprenait que l'humanité, c'était pas machin, la préhistoire, c'était avant 3000 ans, quoi. Bon. Aux États-Unis, la préhistoire, c'est il y a 200 ans, avant l'arrivée des tortionnaires et des génocidaires européens que nous sommes toujours, d'ailleurs. Et là-bas, il y a un immense arbre, quasiment millénaire, qui est leur cathédrale à eux. Ben voilà, tout simplement, avec les esprits de la forêt, de la nuit, du jour, comme nos druides gaulois à l'époque. Et voilà. Donc, vous voyez, ces gens n'ont pas encore tout à fait disparu, mais c'est pour bientôt, puisque, a priori, l'arasement, l'achat par les coupeurs de bois chinois de 300 000 hectares en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que j'ai connu encore pratiquement vierge de toute... Enfin, dans les forêts profondes, je vous parle, pas sur la côte, qui est déjà pourrie depuis la Renaissance. Voilà, donc merci de nous avoir branchés, chers Tanguy et chers voisins, sur la symbolique, sur... on pourrait remplir des dizaines de milliers de pages sur la question, mais je pense que vous n'avez pas encore faim, mais que ça ne va pas tarder. Donc, merci de nous avoir branchés sur cette non-scientifique perception de la nature et de l'arbre en particulier. En même temps, j'en profite. Moi, je voudrais dire à quel point je suis reconnaissant auprès des scientifiques qui font le pas vers ceux qui n'ont pas accès finalement au protocole et aux amphis. Et donc pour moi, c'est parce que Francis, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui m'a transformé. Et le plaisir que j'ai, moi, d'aller vers le savoir sans passer par le biais de l'école, parce que je m'en suis trouvé écarté, j'ai vraiment une grande reconnaissance. Je sais qu'en interne, ils sont pas toujours... C'est une démarche qui peut être potentiellement critiquée quand on est inside et qu'on est scientifique et qu'on fait de la vulgarisation. On dirait un truc... moche, comme si nous on était les vulgaires, alors qu'en fait moi je crois que il faut vraiment les remercier, et je tiens à remercier les scientifiques qui ont cette démarche. Ça permet des rencontres comme celle qu'on vit en ce moment, et voilà.